Le résultat des élections en Italie, il y a quelques mois, avec la victoire et la coalition improbable entre d'une part la Liga Lombarda et d'autre part le mouvement Cinque Stelle, nous rappelle constamment cette division lointaine entre d'une part le nord de l'Italie industrielle, riche, et d'autre part le Mezzogiorno, le sud, qui est beaucoup plus pauvre et qui n'a pas connu le même décollage au XIXe siècle que la partie septentrionale de la péninsule. Le Mezzogiorno, ce n'est rien d'autre que le royaume des deux Siciles qui a disparu au moment où, à la suite d'un plébiscite, la monarchie des Bourbons s'est effondrée à Palerme en 1860. Il y a quelques années, j'avais entrepris d'analyser, lors d'une émission que j'animais à l'époque le lundi soir, chaque semaine, à la radio, j'avais donc entrepris d'analyser ce célèbre roman, Le Guépard, Il Gattopardo, de Tomasi di Lampedusa. Aujourd'hui même, dans le cadre de mon cours d'approche historique de la littérature destiné à mes étudiants de lettres, j'ai donc décidé de reprendre, mais sous une forme très synthétique, ce que j'avais pu dire à l'époque, d'autant plus que à la radio, il s'était agi essentiellement d'en faire une longue lecture qui avait été ensuite commentée. Je le rappelle, je suis historien et c'est donc à ce titre que je vais m'exprimer. Et d'ailleurs, c'est à ce titre que l'on m'avait confié ce cours il y a quelques années à la Haute École Bruxelles-Brabant en Belgique. Ce sont donc les aspects historiques qui vont principalement m'intéresser ici, les aspects sociologiques, et je ne vais pas, comme dans mes cours précédents, m'attacher à la forme littéraire, puisque je me sens incompétent, et d'ailleurs, ce n'est pas mon projet. Quelques éléments tout d'abord sur la vie et l'œuvre de Lampedusa. Il est né en 1896, il est décédé en 1957, il avait donc 61 ans. Qui est-il? Lampedusa appartient à une très grande famille aristocratique. Son père était duc et prince, et à sa mort, lui-même va lui succéder dans ses titres. Ces études, au fond, ce sont des études de quelqu'un qui n'a pas vraiment de soucis matériels. Il a entamé des études de droit, puis des études de lettres, mais il n'est jamais arrivé au terme de ce qu'il avait entrepris à l'université. Ce qui ne va pas l'empêcher d'écrire deux essais, en particulier l'un sur Paul Morand. Il va également – ''s'intéresser
à l'écriture de Joyce, et plus tard, il va prendre un élève, un étudiant en cours particulier, dont il sera au fond le précepteur, auquel il donnera des cours de littérature anglaise et des cours de littérature française, et les deux auteurs qu'il avait en prédilection étaient Racine d'une part et Stendhal d'autre part. Lampedusa a connu les deux guerres mondiales qui, comme pour tous ses contemporains, ont été pénibles à vivre, bien sûr, mais lui-même appartient à un milieu privilégié, n'oublions pas. Il va faire de nombreux voyages en Europe occidentale, en Italie, bien sûr, qui est son pays, mais aussi en Angleterre, en France, en Allemagne et en Autriche. Par la suite, il va se mettre à écrire, mais se mettre à écrire un roman qui restera, je crois, immortel. Il s'agit du Guépard dont il va être question aujourd'hui. Il a publié également une nouvelle, Le professeur et la sirène, qui était incluse d'ailleurs dans un petit livre qui comprend d'autres nouvelles, mais qui porte le titre justement de Le professeur et la sirène. Je vous montre tout de suite l'édition du Guépard que je vais utiliser. C'est celle de la collection Point, aux éditions du Seuil. On voit en couverture, bien sûr, Claudia Cardinale, dans la fameuse scène du bal, je crois, lorsqu'elle danse avec Burt Lancaster, autrement dit le prince de Salina. Je n'ai pas utilisé la dernière édition qui en a été faite et qui contient une traduction revue et corrigée, qui tient à s'attacher vraiment au plus près de la lettre et de l'esprit de Lampedusa. J'ai utilisé en fait l'édition que j'ai lue il y a bien longtemps et qui était déjà annotée par mes soins, et je n'ai pas eu le courage de relire une seconde fois, je l'avoue, la dernière édition. Je vous montre également donc l'ouvrage intitulé Le professeur et la sirène, donc de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Voilà. Qui ne sera pas analysé donc aujourd'hui. Alors en ce qui concerne l'œuvre elle-même du Guépard, Il Gattopardo. Alors cette œuvre a été écrite en fait de 1954 à 1956. De son vivant, Lampedusa l'a modifié à plusieurs reprises, il l'a augmenté surtout. Au départ, il s'agissait d'écrire l'histoire d'une seule journée de son arrière-grand-père, et qui commençait avec le rosaire et qui se terminait avec le rosaire, donc c'était, je dirais, un roman en un acte qui suivait les règles classiques, d'une certaine manière, en tout cas qui respectait l'unité de temps. Et puis, il s'est pris au jeu, il a écrit une suite dont il va être très largement question ici même, mais les manuscrits qu'il a remis à des éditeurs n'ont pas été acceptés. Lui-même meurt en 1957, et c'est quelques mois
en juillet, si mes souvenirs sont bons, c'est quelques mois après sa mort, à l'automne, que Giorgio Bassani le lit. Il dirigeait à l'époque une collection qui s'appelait Les Contemporains, I Contemporanei, chez Feltrinelli, et il est tout de suite séduit par l'écriture de ce roman, et il va finalement publier ce roman. Je vous montre ici un ouvrage de Bassani, c'est peut-être pas le plus célèbre, mais enfin, il vaut vraiment la peine d'être lu. Ce sont donc des nouvelles intitulées Les Lunettes d'Or et autres histoires de faits rares. Le roman peut-être le plus célèbre, je crois, me semble-t-il, est Le Jardin des Finzi-Contini. L'ouvrage va donc être un ouvrage posthume. La première édition sera tirée à 3000 exemplaires et sera très rapidement épuisée. Et puis ensuite, il y aura d'autres éditions et l'ouvrage sera tiré cette fois-ci à 70 000 exemplaires. Pour vous dire le succès relativement rapide de cette œuvre-là. Et puis par la suite, je ne vous parle pas des éditions ultérieures qui sortiront et des traductions et celles en français dont je vous ai parlé. Voilà donc pour avoir quelques repères biographiques de la vie de Lampedusa. Maintenant, il s'agit d'aborder le contexte. Alors quand je dis le contexte, je devrais dire les contextes, parce qu'il s'agit d'une part d'évoquer le moment de l'écriture du Guépard, et ensuite, dans un deuxième temps, d'expliquer, de décrire le contexte dans lequel se passe l'action du Guépard. Il y a une distance de pratiquement un siècle entre les deux, en tout cas pour les premières parties du roman. Le moment d'écriture, donc. Je commence tout d'abord par l'après-guerre politique en Italie. Quand je parle d'après-guerre, je parle de l'après-Seconde Guerre mondiale, donc de 1945 à 1960. En 1943, Mussolini tombe, le fascisme disparaît, en tout cas officiellement dans le royaume d'Italie à l'époque. Mussolini lui-même, ou plus exactement Hitler et les troupes nazies, constituent une république fasciste dans le nord de l'Italie, la république de Salo, une république donc fasciste, et à partir de ce moment-là, il va y avoir un état d'esprit politique, bien entendu, et littéraire particulier dans l'Italie. Parce qu'il y a une certaine culpabilité d'avoir accepté ce fascisme. D'autre part, le communisme occupe une part importante de la vie politique. L'Italie est tout à fait ruinée à ce moment-là, et différents écrivains vont donc apparaître, ou en tout cas poursuivre leur œuvre à ce moment-là. Je ne parlerai pas vraiment donc de la partie qui précède 1945, même s'il y a quelques écrivains qui survivent à ce moment-là. Il y avait un grand critique littéraire, bien entendu, qui n'était pas seulement critique littéraire, qui était philosophe et historien, Benedetto Croce, qui a marqué vraiment très profondément la pensée littéraire italienne dans la première moitié du siècle. Il y a bien entendu le dramaturge Luigi
Pirandello, dont il ne sera pas question ici. Mais alors je vais vous montrer par contre un certain nombre de romans, de nouvelles, de poésie que j'ai choisi dans ma bibliothèque. Le choix a été extrêmement difficile parce que, comme vous savez, il y a des œuvres comme ça que l'on a particulièrement aimées. Il y en a d'autres qui sont très célèbres. Et donc voilà, je vous propose un choix ici d'auteurs contemporains donc de Lampedusa, pour que vous voyiez un petit peu à quelle efflorescence dans ce domaine littéraire devant laquelle on se trouve donc dans les années 1945-1960. Alors il y a tout d'abord bien sûr la désobéissance d'Alberto Moravia. Alors de Pasolini, je vous montre ici les lettres luthériennes, mais j'aurais pu vous montrer des tas d'autres œuvres bien entendu de Pasolini. J'aime particulièrement ces lettres luthériennes pour leur contenu politique, mais il y a bien entendu chez Pasolini toute son œuvre poétique, son œuvre théâtrale, et évidemment, il ne peut être question ici de son œuvre cinématographique. Alors, un livre que j'ai beaucoup aimé, de Leonardo Sciascia, Mort de l'inquisiteur. D'Italo Calvino, Le baron perché. De Dino Buzzati, un recueil de nouvelles, Le Cas. On connaît bien sûr son désert des Tartares. De Cesare Pavese, ça c'est un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup lu. Ici, Le Bel Été, dont les frères Taviani ont fait un film, paru dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard. Et enfin, ce grand poète, dont j'ai d'ailleurs donné un enregistrement de certains de ses textes dans un enregistrement audio il y a quelques années sur ma chaîne, donc Eau de Sèche, donc aussi dit Sépia, chez Gallimard. Voilà. Maintenant, nous pouvons peut-être passer, comment dirais-je, à l'aspect politique que finalement j'ai un peu escamoté, un peu trop rapidement. Donc l'Italie d'après-guerre, c'est une région qui est de l'Europe qui est ravagée, où il y a beaucoup de pauvreté, et peu de temps après la guerre, il va y avoir un référendum pour savoir si l'on poursuit avec la monarchie, qui s'était quand même plus que fourvoyée et salie avec le régime mussolinien pendant 20 ans quand même, et ou d'autre part si on allait choisir la République. Finalement, c'est la seconde voie qui l'emporte. Alors, cette idée de référendum n'est pas quelconque pour comprendre la rédaction du roman, parce que le roman se situe en plein Risorgimento, c'est-à-dire cette période où l'Italie est en train de constituer son unité et où des plébiscites, justement, ont lieu dans les différents territoires indépendants alors qui se trouvaient dans la péninsule italique. Donc il y a un renvoi, si je puis dire, entre ce référendum qui a quand même divisé l'Italie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et d'autre part ce qui s'est passé un peu moins de 100 ans plus tôt, 80 ans plus tôt. Voilà donc, j'ai lancé le mot-clé,
le Risorgimento. Le Risorgimento, c'est ce mouvement qui, en Italie, conduit à l'unification des différents territoires qui se trouvaient dans la péninsule. Alors, ce mouvement connaît trois phases importantes. La première phase, c'est celle, le premier moment important, c'est 1848, lorsqu'un peu partout, en tout cas dans la partie nord de l'Italie, se déroulent des révolutions contre les Autrichiens qui, au lendemain, en partie, il y avait des territoires qu'ils possédaient, bien sûr, depuis le XVIIIe siècle, les Autrichiens qui occupent donc la plus grande partie de l'Italie du Nord, en tout cas celle qui se trouve au-delà des États pontificaux. Ces révolutions échouent. Il y a ensuite un second moment, c'est celui dans lequel débute le roman, Le Guépard, en mai 1860. C'est le moment, je dirais, le plus important dans l'histoire de l'unification italienne. C'est le moment où des plébiscites se déroulent en Italie, et la plupart vont donner lieu à des résultats très favorables pour l'unification, mais où se passe également la conquête, parce qu'on veut parler de conquête de la Sicile, de l'Italie du Sud, par Garibaldi, ce grand révolutionnaire à la tête de ses chemises rouges. Il va d'ailleurs débarquer à Marsala, sur l'île de Sicile, et c'est le point de départ du roman d'ailleurs. Et puis le troisième moment dans l'histoire de l'unité italienne, c'est septembre 1870, lorsque Rome va être occupée par les troupes de celui qui était déjà roi d'Italie, mais qui est au fond, au départ, le roi de Piémont-Sardaigne, qui, depuis plusieurs décennies, d'ailleurs, en tout cas lui et ses ancêtres, essaye d'unifier donc la péninsule sous leur direction. Alors, qu'est-ce que c'est finalement que le Risorgimento? Effectivement, le Risorgimento s'inscrit dans le mouvement romantique, très associé au patriotisme, que l'on trouve à ce moment-là dans d'autres pays d'Europe. Mais il y a un bénéficiaire à ce mouvement, c'est la bourgeoisie. Car derrière les aspirations des intellectuels à unifier tous ces territoires qui parlent des langues très proches, je dis des langues très proches parce que l'italien n'était pas parlé par, je dirais, la très grosse minorité des Italiens, parce qu'il y avait des dialectes qui étaient exclusivement parlés dans certaines régions d'Italie, en Sicile, à Naples, à Venise par exemple, et donc les Italiens entre eux se retrouvaient comme les Flamands, puisque je suis belge, dans les différentes régions de Flandre. Voilà, à tel point qu'en Belgique, au XIXe siècle, un habitant de la province de Limbourg avait de grosses difficultés à comprendre quelqu'un qui habitait dans le West Hook, c'est-à-dire dans la partie tout à fait occidentale de la Flandre. En Italie, les différences étaient encore beaucoup plus marquées. Et donc derrière, en fait, ce mouvement des intellectuels, ce mouvement romantique, il y a les loups.
les loups appartiennent à cette riche bourgeoisie industrielle du Piémont. On est en pleine révolution industrielle à ce moment-là en Europe, et l'Italie commence sa révolution industrielle, en tout cas le Nord. Et il s'agit d'avoir de la main-d'œuvre bon marché, d'élargir son marché, justement, et derrière Cavour, le Premier ministre du roi d'Italie, se cachent, si je puis dire, des bourgeois aux dents longues qui ont un projet qui, lui, n'est pas romantique du tout, à tel point qu'on peut dire que l'Italie du Sud, la plus grande partie d'Italie d'ailleurs, pas seulement l'Italie du Sud, l'Italie centrale également, cette Italie a été véritablement conquise et annexée par le roi de Sardaigne, et il ne s'agit pas, comme on a pu l'écrire longtemps dans le cadre de la géographie propre à tous les manuels scolaires pendant longtemps, donc d'un mouvement spontané. D'ailleurs, la bourgeoisie était très attachée à cette unification, alors que les masses populaires n'étaient pas tellement convaincus, ni même intéressés du tout par cette unification. Et d'ailleurs, on va voir quel sera, dans le cadre du Guépard, dans le cadre de ce roman, les réflexions, les méditations profondes du prince et d'abord de son neveu Tancredi par rapport à l'unification italienne. Voilà donc quelques éléments dont il s'agissait de vous parler ici. Passons maintenant à l'analyse de l'œuvre. Et je commencerai bien sûr par présenter un certain nombre de personnages qui ont un rôle très important ou secondaire. Parmi les personnages importants, il y a le protagoniste qui est le prince de Salina, donc Don Fabrizio Cabrera. Alors Don Fabrizio, donc le prince, il principe, est donc le protagoniste. Le protagoniste au sens étymologique, j'allais dire premier du terme, puisque protagoniste, étymologiquement, ça vient de deux mots grecs, un protos qui veut dire premier, et agone qui veut dire l'effort, qui veut dire l'action. Donc le protagoniste est celui qui est le premier acteur. Voilà. Il est présent pendant tout le roman, directement ou indirectement, parce qu'effectivement, dans le dernier chapitre, il a disparu, mais sa présence est ô combien là, après sa mort. Ce personnage, dans la première partie du roman, apparaît comme quelqu'un de puissant, de fort, et au cours du roman, on voit en fait que c'est de plus en plus un personnage anxieux, un personnage qui connaît une angoisse existentielle profonde, pas seulement pour lui, mais pour la classe sociale, la classe aristocratique à laquelle il appartient. Dans un documentaire qui a été réalisé en 1960 par Ugo Gregoretti, on voit un portrait du guépard historique, à savoir l'arrière-grand-père de Lampedusa. Et l'on comprend, si je puis dire, mais là, la métaphore rejoint la réalité, on voit en fait que cet arrière-grand-père avait une tête très féline, justement. C'est sans doute le fruit du hasard, mais il n'empêche. En effet, pourquoi ce roman s'appelle-t-il Le Guépard?
Eh bien parce que, en fait, les princes de Salina possédaient dans leur armoirie cet animal, donc sauvage. Et quand le prince s'exprime à plusieurs reprises, il parle des guépards pour parler de sa famille, il parle du guépard pour parler de lui-même, et c'est son neveu, Tancredi, qui parle des guépardes pour parler de sa descendance, de ses filles, autrement dit. Donc ici, la métaphore a tout son sens, mais j'y reviendrai. Ensuite, à côté de ce personnage, qui est un intellectuel, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais qui est un grand astronome, qui participe à des colloques et dont les travaux sont reconnus, il y a le père Pirone. Alors le père Pirone, c'est quelqu'un qui est tout à fait soumis au prince de Salina, à Don Fabrizio. C'est quelqu'un qui a sa lumière propre, et on le voit en particulier dans le chapitre 5, qui lui est consacré. Mais le père Pirone, lui, est soucieux pour d'autres raisons. Lui, ce n'est pas tellement le problème de l'aristocratie qui lui pose problème, c'est surtout que la révolution garibaldienne, à ses yeux, va modifier complètement le rapport de force en Italie, et il craint la spoliation des biens du clergé qui, à ses yeux, ne pourra plus répondre à sa mission caritative, puisque les revenus du clergé doivent servir à la charité. Il n'en demeure pas moins qu'il appartient tout à fait à l'ordre ancien, et donc objectivement à la société que défend avec ses griffes le prince de Salina. Ensuite, il y a Concetta. Concetta, c'est la fille aînée et préférée du prince, qui le suit en toute occasion, mais qui a son autonomie de pensée. Elle est jalouse, en fait, de celle qui va devenir la femme de son cousin Tancredi, donc le neveu du prince. Sa rivale s'appelle Angelica, et je vais en reparler. Elle appartient à cette bourgeoisie roturière, donc montante. Ensuite, il y a Bendico. Bendico, c'est le chien danois du prince, qu'il adore, et qui est un petit peu un double du prince. Le roman commence avec Bendico et il finit avec lui. Il finit comment? Mais il ne finit pas avec lui vivant, parce que dans le dernier chapitre, le prince est mort depuis 27 ans, le chien est mort depuis encore plus longtemps, mais ce chien, il en reste une relique. Sa relique, c'est sa peau. C'est sa peau qui est tout à fait miteuse, qui est rongée par les vers, mais qui se trouve toujours dans le palais du guépard. Et à la fin, c'est d'ailleurs là vraiment l'extrême fin du roman, Concetta voit que l'on jette, ou elle jette elle-même, je ne sais plus très bien, la peau par la fenêtre, et l'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, donc, non seulement le roman est terminé, mais l'histoire de cette dynastie s'en va définitivement. Donc, ce chien danois, c'est un petit peu un double
du destin du prince, c'est au fond un résumé de la décadence de cette classe nobiliaire, aristocratique de Sicile, d'un monde qui disparaît, et on peut dire que c'est la peau du guépard elle-même qui s'envole à ce moment-là. Reste enfin un personnage que je viens de vous citer il y a quelques minutes, qui est Tancredi. Tancredi, c'est le neveu adoré du prince, dont il est beaucoup plus question d'ailleurs que des fils du prince, qui sont relativement absents du roman. C'est un personnage qui, dès le début du roman, ou plutôt à la fin du premier chapitre du roman, annonce qu'il va rejoindre les troupes révolutionnaires de Garibaldi. Alors, ça, ce sont les personnages principaux. Maintenant, il y a les personnages secondaires, même, je dirais, dans l'économie du roman, même si deux d'entre eux ont un rôle qui n'est quand même pas négligeable du tout. Je veux parler de Don Calogero et de sa fille Angelica. Alors, Don Calogero, c'est le maire du village où la famille Salina va se partir, j'allais même dire se réfugier, dans le chapitre 2. C'est l'image même, c'est, je dirais, le symbole même de cette bourgeoisie ascendante. Cette bourgeoisie ascendante qui monte inexorablement et qui va connaître sa victoire avec l'unification du royaume d'Italie. Et alors à côté de ça, vous avez Angelica. Alors Angelica qui est donc la fille du maire et qui va, qui au départ, en tout cas son père est quelqu'un de vulgaire au fond, qui n'a pas du tout les manières du prince de Salina et de sa famille. Sa fille, elle, va faire un effort, puisque Tancredi, le neveu du prince, en tombe amoureux, et elle va faire des efforts pour essayer d'entrer dans le comportement de la classe nobiliaire. À un moment donné, d'ailleurs, elle va chuchoter, comme le faisait ou comme le fait Tancredi, elle va chuchoter à l'oreille du prince « mon oncle », ce qui va évidemment, comment dirais-je, plaire beaucoup au prince et va la faire d'une certaine manière entrer dans la famille. Voilà. Mais il se fait que c'est un personnage égoïste et qui, dans le courant du roman, va vieillir comme tout le monde, à tel point que, sous la plume de Lampedusa, il dira qu'elle va avoir des varices et qu'elle va finir comme une larve. Donc c'est pour tout vous dire. Alors que c'était une personne extrêmement belle, extrêmement jolie, qui a été interprétée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par Claudia Cardinale. D'ailleurs, c'est peut-être le moment, si vous n'avez vu ce film remarquable qui date de 1963 et qui a pour réalisateur Luchino Visconti, de vous évoquer quand même au moins la distribution élémentaire dans ce film. Donc vous avez Angelica jouée par donc Claudia Cardinale, le prince est joué admirablement par Burt Lancaster, et alors Tancredi est joué par Alain Delon. Il y a d'autres acteurs bien connus que je ne citerai pas ici dans ce film.
qui est donc tiré de ce roman publié 5 ans plus tôt, donc en 1958. Je reviens donc à mon point de départ maintenant. Il s'agit maintenant de vous résumer l'histoire du Guépard. Alors il y a 3 parties en fait. Une première partie qui couvre les années 1960-62. Ça couvre en fait 6 parties, ou 6 chapitres si vous voulez, mais enfin c'est le titre partie qui apparaît dans le roman. Ensuite, l'année 1883, c'est la 7e partie, et enfin l'année 1910, c'est la 8e et dernière partie qui clôt donc ce roman. Je commence donc par cette phase chronologique qui s'étend sur 2 ans, ou plus exactement, si je voulais être précis, je dirais que les 4 premières parties se situent en 1960, la 5e partie se situe en 1961, et la 6e partie se situe en 62. Donc, on assiste, je dirais, dans ce roman, tout d'abord à une chronologie extrêmement serrée dans les premières parties, et puis, lorsque l'on avance, on peut dire que la chronologie, en tout cas pour 61-62, commence à se serrer dans le temps, et puis, alors, les deux dernières parties, le temps se dilue complètement, puisque finalement, les derniers événements se situent en 1910, donc vous imaginez 50 ans après la plus grande partie des événements relatés dans Le Guépard. Alors, première partie. La première partie, on est plongé tout de suite dans la révolution garibaldienne. Donc, ça commence en mai 1860. C'est le moment où le prince et sa famille vivent à Palerme, en Sicile, et où arrive comme ça, subitement, Tancredi, qui adhère, qui affirme qu'il va adhérer donc à la révolution garibaldienne. Deuxième partie, c'est, je dirais, pratiquement la fuite du prince et de sa famille, en tout cas son départ, vers un grand domaine foncier que le prince possède à Donna Fuggiata. Alors, ce domaine appartient au prince, mais il arrive dans un village où, je l'ai dit tout à l'heure, le maire est Don Calogero. Une grande fête avec fanfare attend la famille, ce qui donne l'impression au prince que rien n'a changé, que tout est comme avant. Il y a ensuite une réception chez le prince, lors de laquelle le maire arrive, suivi bientôt par sa fille Angelica, qui frappe tout le monde par sa beauté, toute la famille du prince. Cette troisième partie est consacrée à une conversation lors d'une chasse que le prince avait faite avec son comptable, Don Ciccio. Alors celui-ci est donc un petit bourgeois, mais il appartient, le prince le pense en tout cas, à cette classe qui inexorablement va prendre le pouvoir en Italie. Le prince tient à l'interroger à ce moment-là sur la manière dont lui-même, Don Ciccio, a voté lors du plébiscite en faveur de l'unification italienne et du rattachement donc de la Sicile au royaume de Piémont-Sardaigne, c'est-à-dire au royaume d'Italie qui est en train de se constituer à ce moment-là. Il interroge
il interroge également donc, le prince, son comptable, sur Don Calogero, pour savoir un petit peu de quel personnage il s'agit, pour essayer de le cerner un petit peu mieux. Quatrième partie, Tancredi a annoncé au prince qu'il voulait épouser Angelica. Il lui a demandé donc de formuler en ce sens une demande de mariage auprès de Don Calogero, qui va accepter et qui considère au fond que c'est tout à fait normal, mais pour le prince, pas tout à fait, justement, parce que Don Calogero dit qu'il a vu, que l'on sait en tout cas, que les deux amoureux se sont embrassés dans le jardin. Dans cette partie-là, donc la quatrième partie, Tancredi et Angelica parcourent l'immense palais, les multiples pièces qui se trouvent dans le palais du prince, qui est un palais qui commence à devenir décrépit, qui sent la poussière, et c'est l'occasion pour eux, et pour le lecteur surtout, de comprendre que l'on assiste donc à la fin d'un groupe social, l'aristocratie sicilienne. Intervient à ce moment-là un personnage qui s'appelle Chevalet. Alors Chevalet a pour mission, il vient donc, il était mandaté par les autorités piémontaises, il a été mandaté pour demander au prince s'il accepterait de devenir sénateur du nouveau royaume. Le prince se rend compte qu'il ne s'agit pas du tout d'un titre honorifique. Il refuse. Et cet épisode marque effectivement, est un marqueur dans l'évolution de la pensée du prince, dans ses méditations. La cinquième partie, je l'avais déjà annoncé tout à l'heure, est consacrée au père Pirone, qui retourne dans son village natal de San Cono. Alors, il retourne dans son village, c'est le moment où un herboriste l'interroge sur les sentiments du prince quant au plébiscite. Il veut savoir ce qui se passe dans la tête du prince. Et donc, Pirone l'informe. Et ensuite, le père Pirone s'occupe de la préparation d'un mariage entre, d'une part, sa nièce, Angelina, et d'autre part, son neveu, Pirone, comme lui. Sixième partie. Alors là, c'est une scène dont tous ceux qui ont vu le film avec Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinale se souviennent, bien sûr. C'est une scène fastueuse, merveilleuse. C'est la scène du bal. C'est les Ponteleone. Donc c'est une famille qui a invité le prince et sa famille chez eux, dans leur palais. Alors c'est une scène inoubliable, déjà rien que pour le décor, qui est un décor tout à fait fastueux, avec des lustres, qui diffuse la lumière qu'il faut justement, mais Visconti s'y connaissait dans les lumières, avec des costumes merveilleux. On pense à la robe de bal bien sûr de Angelica. C'est un moment qui est essentiel. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, le prince de Salina est dans ses humeurs qui ne sont pas très joyeuses. Il est sombre, il voit comment le temps évolue, il en a
des témoignages très concrets quant à la disparition de cette noblesse, de cet esprit aristocratique auquel il est tant attaché, mais pas seulement l'esprit d'ailleurs, et d'autre part, je ne sais plus ce que je disais, là oui j'étais en train de parler du prince, qui était dans ses pensées, et d'autre part, l'ascension donc de la bourgeoisie. À un moment donné, Angelica vient le chercher et lui demande de lui accorder une valse. Le prince, vous pensez bien, on est très fier, parce qu'on a le sentiment, en tout cas c'est son sentiment, qu'il est vieux. Mais quand on y réfléchit, à ce moment-là, au moment de la scène du bal, qui se situe en 1862, il a 52 ans. Vous reconnaîtrez que ce n'est pas un âge canonique. Mais il se fait qu'on doit tenir compte de deux éléments. D'une part, nous sommes au XIXe siècle. Et dans les années 1860, avoir 50 ans, ce n'est pas vieux, mais enfin, on n'est plus de la prime jeunesse. Ça, c'est tout à fait sûr. Pensez quand même à la mortalité qui était plus importante, parce que la médecine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et même si l'on appartenait à une classe sociale élevée, il n'en demeure pas moins que lorsque l'on avait une maladie que l'on ne pouvait pas traiter, soit on la tirait pendant quelques années avant de mourir, soit la médecine affirmait son incompétence et très rapidement, à la suite d'une infection, on pouvait décéder. Mais il y a un deuxième élément qui me semble plus pertinent, c'est l'argument psychologique, c'est qu'il se sent vieux parce qu'il a le sentiment très net que l'aristocratie est vieille dans la mesure où elle est amenée à disparaître, à ne plus occuper le rang qu'elle avait eu pendant des siècles et des siècles dans la société. C'est ça l'argument de fond. Parce que l'on voit que finalement, il va vivre encore pendant, si je compte bien, 30, non, pas 31 ans, que je calcule bien, oui, pendant 21 ans. Entre 1862 et 1883, le moment où se situe l'action, entre guillemets, les événements de la 7e partie, il décède en fait à 73 ans. C'est comme ça que l'on sait qu'il a dû naître en 1810. Autrement dit, sa vie correspond au processus lent d'abord et puis plus rapide de l'unification italienne. Et donc de la décrépitude de cette classe sociale qu'est l'aristocratie. Nous passons maintenant, oui, d'ailleurs pendant la valse, il est dit que le narrateur explique que chaque fois qu'il faisait un tour de valse, chaque fois il avait l'impression de perdre, de regagner une année de sa vie, donc de redevenir plus jeune. Mais ceci n'est qu'un rêve qui ne dure que le temps des valses, et l'histoire se poursuit. On est projeté alors très rapidement d'ailleurs, et c'est sans doute pas par hasard, puisque c'est le chapitre qui suit, cette valse, cette cure de rajeunissement, on est projeté en 1883, donc 21 ans plus tard. Là, le prince revient de Naples, où il a été consulté des médecins, parce qu'il a des ennuis de santé, et il revient dans son pays. Il revient dans son pays, mais il a un malaise et il doit s'arrêter dans un hôtel. Alors, à nouveau, il faut voir, je dirais, tout ce qui se cache derrière ce décor. Le prince a vieilli, effectivement. Il a 73 ans.
Là, c'est quand même un âge qui n'est pas quelconque. Quand je pense à l'âge auquel sont décédés mes arrière-grands-parents, alors là, c'est dans les années 1930, donc vers 1935, bah, ils sont décédés, ils avaient aux environs de 65 ans, et pourtant, ils n'appartenaient pas, ils appartenaient à la petite bourgeoisie, à la bourgeoisie. Donc, on ne peut pas dire que ce soit le fait de gens qui appartenaient à des milieux, ceux de la classe laborieuse, si vous voulez. Donc, il va mourir à 73 ans. Mais comment sa mort se passe-t-elle? Alors, sa mort, en fait, c'est une mort tout à fait misérable. Alors, c'est une mort qui ne correspond pas du tout au cérémonial qui est prévu lorsque les princes de Salina s'en allaient, partaient du monde. En effet, il est dans une chambre d'hôtel tout à fait miteuse, et je vous ai déjà parlé de mythe tout à l'heure, en parlant de la peau du chien Bendico qui va être jeté à l'extrême fin du roman, à la fin de la 8e partie. Et donc ici, il est dans une chambre miteuse, où l'on trouve au mur et sur le sol des cadavres de cafards qui annoncent sa propre mort prochaine. Et donc il faut bien considérer que le cadre dans lequel il va mourir est bien un cadre qui est celui de l'agonie, non pas d'un personnage, mais plus encore d'une classe sociale. Voilà. Donc, il meurt, et d'ailleurs le médecin qui vient le voir n'a plus du tout les égards qui étaient ceux du médecin qu'il avait connu pendant sa carrière lorsqu'il habitait Palerme ou lorsqu'il résidait dans son palais de Donna Fuggiata. Voilà, il meurt misérablement. Et alors, on est projeté 22 ans plus tard dans la dernière partie, à savoir en 1910. Alors, le prince est mort, mais ses filles, 27 ans plus tard, 27 ans plus tard, 1910, mais ses filles, elles, vivent toujours. Elles ne se sont pas mariées après le décès de leur père, ce sont donc de vieilles filles, qui sont de misérables témoins, je dirais presque des reliques, d'un âge complètement révolu. On peut imaginer, bien entendu, le palais dans lequel elles vivent toutes les trois, et c'est dans ce cadre-là que se situe justement la scène à l'issue de laquelle donc la peau du chien danois Bendico va être jetée, mais l'essentiel de ce chapitre est consacré en fait à l'annonce par le vicaire du lieu que le cardinal va se rendre avec des experts sur le lieu, dans la chapelle du palais, pour voir les reliques qui s'y trouvent, et en particulier sur l'authenticité des personnages d'un tableau, sont bien vraies, sont bien, si tout ça ne relève pas de la mythification. Et on perçoit évidemment tout de suite qu'il y a, comment dirais-je, de la falsification dans l'air. En fait, c'était une des trois sœurs qui avait ramené cette relique sans la vérifier si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, cette famille finit dans le déshonneur, au fond. Déshonneur déjà parce qu'elle a tout perdu sur le plan financier, ou presque tout perdu sur le plan financier. On voit dans quel contexte ils vivent.
mais en plus de ça, les reliques qu'ils sont censés posséder dans leur chapelle s'avèrent être fausses. Par conséquent, c'est la fin de la fin. J'en arrive maintenant à la structure du roman. Je vous ai expliqué qu'il y avait 8 parties, que les 4 premières se situaient en 1860, les parties 5 et 6 se situaient chronologiquement et respectivement en 1861 et 1862, et que les 2 dernières parties se situaient beaucoup plus tard, au moment du décès du prince, 1883, et enfin, j'allais dire 20 ans après, comme chez Dumas, mais ici c'est pas 20 ans après, c'est 27 ans après, lorsque les sœurs vivent dans cet héritage d'un autre temps, en 1910. En fait, on peut dire qu'il y a une phase ascendante dans les 4 premiers chapitres, et qu'à partir du chapitre 5, on peut même dire que le chapitre qui est consacré au père Pirone constitue un véritable pivot dans le roman, qui est le point de départ de la phase descendante, donc décadente, dans la vie du prince et puis de ses filles après son décès. Les 4 premières parties sont relativement longues, alors que les 4 dernières parties ont chacune, comme dimension, la moitié des 4 premières parties. Donc c'est assez significatif cela. Donc autrement dit, la moitié du roman, je veux dire quantitativement en termes de parties, a la moitié de la dimension de la première partie, qui couvre en fait un champ chronologique qui est beaucoup plus court, 1860, uniquement 1860 d'ailleurs. Maintenant, à quel genre appartient ce roman? Alors, on peut se poser beaucoup de questions. S'agit-il d'un roman personnel? Certainement. Il ne s'agit pas en tout cas d'un roman autobiographique. Car même si le lecteur est tellement pris par la narration qu'il pourrait croire, quand il est dedans, dans le roman, que Lampedusa, le narrateur, qui est d'ailleurs différent de lui, et d'autre part, le prince, qui est différent du narrateur, ne forment qu'une seule et même personne. En effet, Lampedusa donne l'impression qu'il vit, au moment où il écrit, ce qu'il raconte, puisque c'est l'histoire au départ de son arrière-grand-père. Mais non, il s'agit de 3 situations différentes. Il faut bien distinguer, comme je viens de dire, d'une part le héros, d'autre part le narrateur, et enfin l'auteur qui possède une existence distincte. Même si le narrateur semble tout à fait omniscient. Il est d'ailleurs omniscient. Mais ce n'est pas toujours facile de distinguer surtout le narrateur et le héros. Parce qu'en fait, tout ce roman n'est rien d'autre qu'une suite de méditations du prince, qui vit dans un monde qui est tout à fait différent que celui de ceux qu'il rencontre. Il vit dans les étoiles, c'est un astronome, il vit dans un monde platonicien, alors que cette bourgeoisie vit dans le monde du réel, très terre-à-terre, si je puis dire. Donc, on pourrait dire plutôt qu'il s'agit d'un roman historique, voire sociologique, en tout cas d'une sociologie rétrospective. On assiste, et j'y ai insisté à de nombreuses reprises depuis le début de cette petite conférence, enfin de ce cours qui est destiné à mes étudiants, on assiste à une décadence de la noblesse.
On y voit, elle apparaît, ces décadences, tout d'abord dans ses aspects matériels. On voit que les textiles, les tentures, les vêtements ne sont pas de toute première fraîcheur dans le palais du prince. Le prince lui-même a perdu déjà plusieurs fiefs au moment du récit. Et surtout, on le voit dans l'évolution psychologique du prince, dans son idéologie. En effet, son idéologie est en fait une idéologie qui est assez méprisante pour ce peuple de la roture, pour ce peuple de bourgeois qui prétendent accéder aux plus hautes places et qui n'ont pas les manières qu'il faut. Je vais vous lire à ce sujet quand même un certain nombre, sans être trop long, un certain nombre de passages pour illustrer tout ceci. Alors, voilà. Ici, c'est le prince qui s'adresse au père Pirone. Nous ne sommes pas des aveugles, mon cher père, nous sommes seulement des hommes. Nous vivons dans une réalité mobile à laquelle nous essayons de nous adapter comme des algues qui ondulent sous le mouvement des vagues. On a promis explicitement l'immortalité à notre sainte mère l'Église, mais à nous, je parle ici des aristocrates, en tant que classe sociale, non. Pour nous, un palliatif qui promet de durer 100 ans équivaut à l'éternité. Ça, c'est le premier passage que je voulais vous lire. Alors, là, c'est le prêtre qui s'exprime devant le prince et qui parle de sa classe, la classe à laquelle lui appartient, c'est-à-dire le clergé, et au groupe qui défend l'Église. Pour parler net, vous autres nobles, vous vous mettez d'accord avec les libéraux, que dis-je, avec les francs-maçons, sur notre dos, sur le dos de l'Église. Car il est bien évident que nos biens, qui sont le patrimoine des pauvres, seront raflés et partagés au petit bonheur entre les meneurs les plus impudents. Après ça, qui donc sauvera de la famine les innombrables malheureux qui sont actuellement nourris et guidés par l'Église? Alors, autre passage. Alors là, c'est page 39 dans l'édition que j'utilise. Oui, les pages précédentes, c'était les pages donc 44, 45 et 46. Alors, ici, donc c'est le prince qui se retrouve en face de son comptable. Resté seul, le prince regarda son plongeon dans les nébuleuses. Il était irrité, non pas tant des événements eux-mêmes que de la stupidité de Don Quicho, en qui il avait immédiatement reconnu la future classe dirigeante. Et il l'explique un petit peu plus loin, parlant toujours du même, il était la parfaite expression d'une classe en pleine ascension. Page 82. Non, je ne vais pas vous la lire. Page 91. Oui, en fait, c'est parce qu'à plusieurs reprises, page 82 et page 91, dans mon édition, qui n'est donc pas la plus récente, il est question du frac de Don Calogero. Alors, ce frac de Don Calogero revient de manière obsédante dans l'esprit du prince, parce qu'il symbolise justement l'idée
de ces nouveaux riches qui veulent prendre les habits de ceux qui, pour le moment encore, représentent la classe dirigeante et qui les rendent en même temps ridicules aux yeux de celle-ci. Alors, à un moment donné, le prince, donc page 91, dit « La révolution bourgeoise qui montait les degrés dans le frac de Don Calogero ». Alors, oui, en effet, peut-être vous souvenez-vous, si vous avez vu le film de Visconti de 63, de cette scène, enfin c'est dans le roman bien entendu, mais les images frappent peut-être davantage, le moment où à Donna Fuggiata, le maire, Don Calogero, monte les escaliers du palais du prince qui donne une réception et il paraît monter avec, comment dirais-je, avec beaucoup de ridicule, d'autant plus qu'il dit qu'il a mis un habit qu'il ne met jamais. Et le prince, lui, reste digne, mais il y a des petits sourires autour du prince, pour à demi-mot, où on se dit, mais quel frac a-t-il? C'est pas possible. Ils ne disent pas tout ça, mais enfin, comment peut-on s'habiller comme ça? Parce que ça a l'air de sortir, effectivement, directement de chez le tailleur, ça n'a jamais été mis, et donc on sent que Don Calogero n'est pas du tout à l'aise dans ce fameux frac, justement. Et donc c'est une obsession qui va revenir constamment chez le prince. Pour lui, c'est l'image, quand il dit ici, page 91, c'est l'image donc de cette société qui est en train de changer complètement. Il dit, je répète la phrase, la révolution bourgeoise qui montait les degrés dans le frac de Don Calogero, donc quand il monte les escaliers. Donc c'est assez comique, effectivement, à lire, à voir et à entendre dans le film de Visconti. Alors maintenant, il y a donc l'ascension de cette bourgeoisie, mais le prince fait le distinguo entre d'une part la bourgeoisie sicilienne, à laquelle appartient Don Calogero, le maire, et d'autre part la bourgeoisie et cette noblesse qui apparaît comme récente, qui est celle des Piémontais. Ce sont en fait les représentants de ce royaume d'Italie, du roi d'Italie, qui viennent en Sicile et qui font part, entre autres choses, de leurs exploits. Je pense ici aux militaires et plus particulièrement au colonel Pallavicino. Exploit contre Garibaldi, qui l'a blessé d'ailleurs. Voilà. Mais ceci dit, Garibaldi, dans les faits, puisque ce sont des personnages historiques, ne lui en voudra pas, puisqu'il en 1866, il va le prendre comme général lorsqu'il s'agira de se battre contre les Autrichiens dans le Nord. Maintenant, le style. Alors là, ce n'est pas ma partie, je l'ai expliqué, je suis historien, je ne suis pas littéraire, et donc je serai relativement bref. Je n'apporterai ici que quelques touches, simplement pour éclairer cet aspect qui est évidemment essentiel dans l'œuvre. Tout d'abord, les langues utilisées. Autant Lampedusa, dans sa conversation, utilisait un langage qui était clair, et qu'il voulait clair, autant dans le roman, les termes qu'il utilise, la langue qui est pratiquée, est beaucoup plus sophistiquée, elle est très riche d'ailleurs. Il est question, en tout cas l'auteur utilise ou met dans la bouche de ces différents personnages, différents dialectes, pour donner un peu de sel justement et d'historicité à son roman. C'est ainsi qu'il
fait parler ces personnages, en tout cas ne fût-ce que par quelques expressions, sinon dans l'ensemble de certaines phrases, avec des dialectes siciliens, napolitains, voire piémontais. Il est question également de langues étrangères, principalement le français, dès qu'il s'agit de mode, de vêtements, ce qui était l'usage à l'époque. Quelques mots d'anglais aussi, quelques rares mots d'allemand aussi, quelques mots de latin qui ne sont pas... et là, il ne s'agit pas du latin d'église, non, ce sont des expressions plus savantes, si je puis dire. Voilà. Alors, les figures de style. J'ai évoqué tout à l'heure l'importance de la métaphore du guépard. L'importance de la métaphore du guépard... je vais essayer de retrouver ça ici, parce que l'intervient à plusieurs reprises. Maintenant, il faut retrouver ça, c'est peut-être pas évident. Alors, j'en ai retrouvé déjà une, je vais essayer de retrouver les autres. Alors, donc, alors là, c'est le narrateur lui-même qui explique que... Attendez, je crois que c'est le narrateur. Je vais essayer de retrouver ça. Oui, c'est le narrateur qui dit les 1000 astuces auxquelles il devait se plier, lui, le guépard, lui qui pendant tant d'années avait balayé les difficultés d'un revers de patte. Un peu plus loin, Tancrède, et je l'avais d'ailleurs signalé tout à l'heure, écrit ceci: je baise les pattes, il écrit en fait à ses cousines, Don Concetta et ses sœurs, les pattes de toutes les petites guépardes et surtout celles de Concetta. Phrase qui fut censurée par la prudence paternelle au cours de la lecture faite à la famille assemblée. Alors, je dois encore avoir d'autres extraits. Alors là, c'est page 171. Alors, le prince se sentait découragé. Tout cela ne devrait pas durer. Donc c'est lui qui s'exprime. Pourtant, cela durera toujours. Le toujours humain, bien entendu, 1 siècle, 2 siècles, après quoi ce sera différent, mais pire. Nous fûmes les guépards, les lions. Ceux qui nous succéderont seront les chacals, les hyènes, et tous, tant que nous sommes, guépards, chacals, brebis, nous continuerons à nous considérer comme le sel de la terre. Il y a un autre passage d'ailleurs, je ne sais pas si je vais le retrouver. Où est-ce que je pourrais retrouver ça? Enfin, ça va peut-être me revenir. Mais il y a un passage où c'est le colonel Pallavicino, donc le piémontais, qui dit « Voilà, maintenant ce sont des chemises rouges qui arrivent ». Il fait référence donc aux révolutionnaires qui suivent Garibaldi, mais plus tard il y en aura d'autres couleurs, et puis à nouveau les rouges. Alors là, on voit que le narrateur, par la voix donc de ce personnage, Pallavicino, est omniscient puisqu'il sait que par la suite il y aura les chemises noires, et peut-être évoque-t-il aussi les chemises rouges, c'est-à-dire non plus les chemises garibaldiennes, mais peut-être les communistes qui viendront plus tard. Enfin, c'est une hypothèse, mais en tout cas, on peut le subodorer. Alors, le narrateur met en tout cas dans la tête du prince son dégoût pour un genre musical qui a beaucoup de succès en Italie au XIXe siècle et qui est considéré par l'aristocratie comme un genre bourgeois.
il s'agit bien entendu de l'opéra. Et c'est ainsi que, à au moins 3 reprises, il est question d'airs d'opéra sous une forme qui est vraiment très méprisante. C'est ainsi lorsque on entend chanter la Sonnambula de Bellini, même chose pour un air de la Traviata de Verdi. Verdi qui est le grand dramaturge en matière de théâtre musical au moment de l'unification italienne. D'ailleurs, le mot Verdi, qui est le nom de famille de Giuseppe, va servir d'acronyme aux révolutionnaires qui vont mettre un petit peu partout sur les murs au moment d'unification, et en particulier lorsqu'ils veulent défier les Autrichiens, l'acronyme donc Verdi, Victor Emmanuel, roi d'Italie, en italien bien sûr. Et alors, dernier compositeur qui est, ou air d'opéra qui est vilipendé, méprisé, Lucia di Lammermoor de Donizetti. Donc ces 3 opéras apparaissent donc comme l'expression d'une culture qui n'est pas celle de l'aristocratie. Maintenant, je n'aborderai ici, pour terminer, qu'un seul thème. C'est celui de la fuite du temps. Des réflexions nombreuses du prince sur le temps et sur l'éternité. Quand je dis la fuite du temps, il faut bien mesurer ce que je suis en train de dire. S'agit-il vraiment d'une fuite du temps? Je vous ai expliqué tout à l'heure comment le roman était structuré, avec ses 3 grandes parties, 1860, 62, 1883 et 1910, avec un éloignement de plus en plus important pour les 2 derniers, qui d'ailleurs peut un petit peu faire penser à la comment dirais-je, à l'extension de l'univers, puisque le prince est lui-même astronome. Mais il y a surtout, et ça apparaît dès le début du roman, l'idée que l'on est dans une période de changement social et politique rapide, ce qui déplaît souverainement au prince qui est attaché justement à la stabilité d'un ordre séculaire dominé par l'aristocratie. Je vais vous lire quelques passages à ce sujet. Alors, page 35, dans mon édition. Alors là, il y a cette fameuse phrase, cette phrase célèbre que Tancredi prononce devant Don Fabrizio, que l'on retrouve un petit peu partout, mais que beaucoup de gens ne savent pas exactement citer d'après la source originale. Il s'agit de ceci. Donc, c'est le jeune homme qui est particulièrement lucide, et le prince va s'en rendre compte par la suite, parce qu'au moment même, le prince n'en est pas conscient. Comme on dirait de manière un petit peu triviale, le franc n'est pas encore tombé dans la machine et ressorti. Donc, le jeune homme, Tancredi, dit à son oncle: si nous n'y sommes pas, nous aussi, ils fabriqueront une république. Donc, il affirme qu'il veut participer à la révolution garibaldienne, alors de manière opportuniste en fait. Il dit très clairement, si nous ne sommes pas dans cette révolution,
ben là, c'est tout l'ordre ancien qui va être bazardé. Donc, vaut mieux prendre le train en marche plutôt que de le rater et d'être laissé sur le quai de la gare. Si nous n'y sommes pas, nous aussi fabriquerons une république. Donc, en fait, le il montre bien qu'il n'adhère pas. Le il, ce sont les personnes qui sont extérieures au prince, et pourtant il veut les rejoindre. Si nous voulons que tout continue, il faut d'abord que tout change. Donc, je répète, si nous voulons que tout continue, il faut d'abord que tout change. Ça, c'est une phrase que l'on entend souvent, pas toujours formulée de la même manière, mais donc si l'on veut que tout change, si l'on veut que tout continue, il faut que tout change. Et c'est vrai, regardez, à l'heure actuelle, nous sommes dans une période où l'innovation est mise constamment sur le devant. Chaque fois, chaque candidat pour une élection, quelle qu'elle soit, une élection politique dit qu'il va changer. Et en fait, on a souvent l'impression, même toujours, et si on n'a pas, il faudrait l'avoir en tout cas, que ces changements sont là pour masquer le maintien, voire le renforcement d'un ordre qui est tout à fait inique, celui d'un rapport de force entre des dominants et des dominés, mais les dominants restent toujours les mêmes. Et ici, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il dit? En fait, si nous voulons rester parmi les dominants, il s'agit de participer à ce changement de façade, qui n'est bien que de façade. Alors, à un autre endroit, c'est-à-dire à la page suivante, page 36, il dit ceci. Alors, c'est le prince qui marche. Son pas vigoureux faisait teinter les vitres des salons qu'il traversait. Donc, on a l'image, on est au début du roman, qu'il s'agit donc d'un homme fort, puissant, d'ailleurs autoritaire, qui a du pouvoir, à ce moment-là en tout cas. La maison était sereine, lumineuse, en ordre parfait. Donc, elle est en ordre, c'est-à-dire elle résiste encore à cette révolution qui est en cours. Mais surtout, elle lui appartenait, cette maison. En descendant l'escalier, il comprit, alors là il cite évidemment la phrase de son neveu, « Si nous voulons que tout continue, 3 petits points, Tancrède était un grand homme, il l'avait toujours pensé. » Donc le franc est tombé à ce moment-là. Alors, page 42. Alors c'est de nouveau le prince qui s'exprime. Dit ceci. Alors là, il fait référence je crois, Angelica, sauf erreur de ma part, et dit « Du reste, elle est belle, et quand elle aura appris à se laver, pourvu que tout continue, continue quant au fond, avec seulement une insensible substitution de classe. » Une insensible substitution de classe. Page 43. La bataille de Bitonto fut une bataille dans le genre de celle que nous aurons à Pisacquino, à Corleone, en je ne sais quel endroit où les Piémontais prendront les nôtres à coups de trique. Encore une de ces batailles qu'on livre pour ne rien changer à rien. Donc encore une de ces batailles qu'on livre pour ne rien changer à rien. Voilà. 42, 43, alors 171, je ne sais pas si je l'ai déjà lu. Oui, enfin je ne vais pas lire ça. 214.
Ah ben voilà, c'est le fameux passage que j'avais évoqué tout à l'heure du colonel Pallavicino, qui était en train de boire, donc qui est vraiment très sincère à ce moment-là. Pour le moment, un peu grâce à votre humble serviteur, on ne parle plus de chemise rouge. Donc il est en train de raconter ses exploits. Mais on en reparlera. Quand elles auront disparu, on en verra d'autres, de couleurs différentes, et puis de nouveau, on reverra les rouges. Voilà. Je vais terminer ici donc l'analyse de ce roman, et j'en arrive maintenant à une petite synthèse. Donc vous avez compris qu'il s'agit, enfin je l'espère en tout cas, d'un roman tout à fait majeur, qui, indépendamment d'ailleurs de sa forme, de sa structure, du contenu, peut nous aider à réfléchir sur les stratégies politiques qui sont mises en œuvre par la classe dominante. Et je crois que cette idée selon laquelle il faut que tout change pour que rien ne change est une idée essentielle. Je me souviens de ces propos de Giscard d'Estaing lorsqu'il s'est présenté à la présidence française en 1974. Qu'est-ce qu'il avait inventé comme phrase encore celui-là? La continuité dans le changement. Et puis Mitterrand, la force tranquille, où l'on voyait un paysage rural avec une église d'ailleurs, et Mitterrand à l'avant-plan. Donc il y a toujours cette idée en fait que il faut changer, mais message subliminal, ne vous en faites pas, rien ne changera. Je vous ai parlé tout à l'heure, enfin j'ai entamé, je dirais, la filmographie du Guépard. Je vous ai mentionné, et je crois que ça vaut vraiment la peine de le voir, vous pouvez le trouver sur Internet, puisque c'est là que je l'ai vu d'ailleurs, le documentaire de Ugo Gregoretti, la Sicilia del Gattopardo, qui date de 1960, le film bien entendu, qui est un autre chef-d'œuvre, donc il faut... Alors qu'en général, souvent on n'aime pas voir les adaptations filmographiques d'œuvres littéraires que l'on a adorées parce qu'on est presque toujours déçu. Eh bien là, pour Le Guépard, donc, de Visconti, ce n'est pas du tout le cas. Là, je dois dire que les images sont tellement belles, les acteurs sont tellement exceptionnels que on n'est pas déçu du tout. Ce sont deux chefs-d'œuvre qu'il faut voir. D'ailleurs, Visconti lui-même appartenait, alors je ne dis pas que c'est la clé de sa réussite pour ce film, mais il appartenait lui-même à la haute couche, comment dirais-je, aristocratique vénitienne. Il était lui-même comte, je me demande s'il n'était pas duc également. Il était communiste, mais enfin, il n'empêche, et donc il connaissait très bien cette classe sociale aristocratique. Et cette idée de décadence, de déchéance d'une classe sociale telle que Lampedusa a pu la décrire, se retrouve justement chez Visconti dans plusieurs de ses œuvres, outre Il Gattopardo. On le trouve également, et alors je vais donner les titres en français, ce qui va m'éviter de m'écorcher la langue, dans Les damnés ou La chute des dieux, qui date de 1969. Alors 2 ans plus tard, dans La mort à Venise, tiré du roman de Thomas Mann, où on a aussi cette idée d'échéance d'un homme, mais beaucoup plus forte que dans Le Guépard, mais la déchéance aussi d'une classe sociale. Quand on voit Achenbach qui est donc dans cet hôtel avec cette famille polonaise, avec Tadzio, et puis enfin, encore 2 ans plus tard, en 1973, 2 ans après la mort à Venise, dans Ludwig ou Le crépuscule des dieux. Donc je crois que l'on peut, d'une certaine manière,
renvoyer l'ascenseur entre Lampedusa et d'autre part Visconti, qui, s'il possède des esthétiques différentes, on comprend que Visconti ait voulu faire un film de ce très beau roman, qui a été publié 5 ans avant la sortie du film, et le film a commencé à être réalisé bien avant, bien sûr. Voilà, j'espère qu'il vous en restera quelque chose, et je vous montre maintenant quelques livres qui n'ont pas encore été présentés. Alors, pour comprendre le milieu historique, le milieu social dans lequel tout ceci se passe, je vous conseille tout d'abord la lecture d'un article qui se trouve dans un volume, le tome 1 de l'abolition de la féodalité dans le monde occidental, publié par le CNRS à Paris. Et ce chapitre, il y a un chapitre, une contribution sur la disparition du système seigneurial dans le sud de l'Italie. Ça vaut vraiment la peine d'être lu, et le reste du volume concerne d'ailleurs donc cette fin matérielle de l'aristocratie, la fin des droits seigneuriaux ou féodaux, comme disent les marxistes, à la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle. Alors, un ouvrage, là aussi, qu'il faut lire, d'Arnaud Mayer, La persistance de l'Ancien Régime, l'Europe de 1848 à la Grande Guerre, en chant Flammarion. Alors là, c'est vraiment un ouvrage qui, sur le plan historique, encadre parfaitement le roman que nous avons étudié ensemble et qui peut l'éclairer sans aucun doute, parce que quand on parle du XIXe siècle, on parle à juste titre de la révolution industrielle et de la montée, de l'ascension de la bourgeoisie, incontestablement, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a cette fameuse persistance de l'Ancien Régime après 1789 en France et en Europe après 1848, qui est le moment où il y a ce fameux printemps des peuples en Europe centrale. Et pas seulement d'ailleurs en Europe centrale. De Félix Ponteil, Les classes bourgeoises et l'avènement de la démocratie, collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel. L'unité italienne de Paul Dichonnet en Que sais-je. Alors, pour l'histoire littéraire, de Giacinto Spagnoletti, l'histoire de la littérature italienne du XXe siècle. D'ailleurs, je voudrais dire à ce niveau-là, à ce sujet-là, que Novecento, ça veut bien dire XXe siècle. Parce que vous avez sans doute vu le film qui a été, dont le titre a été traduit sous la forme de 1900, le fameux film de Bernardo Bertolucci, alors qu'il aurait dû être traduit par XXe siècle. D'ailleurs, quand on voit le film, on voit bien qu'il s'agit de l'ascension du fascisme. Ça n'a rien à voir avec 1900. Donc cet ouvrage, donc Histoire de la littérature, ou plutôt Histoire, oui, de la littérature italienne du XXe siècle, publié chez Newton. Alors, ce qui est dommage, c'est que pour Lampedusa, il n'y a que 2 pages pratiquement. Oui, il y a 2 pages. Il y a moins d'une page pour le commentaire du Guépard dans le cadre d'un sous-chapitre qui s'intitule La attendez, je vais le dire en français. La sicilianité, donc Sicilianità de Il Gattopardo. Voilà. Il faut savoir qu'en Italie, ce roman n'a pas la place dans les manuels scolaires qu'il devrait avoir, et c'est bien dommage. Hein.
Une des raisons fondamentales est, me semble-t-il, le fait que ce roman échappe à toute forme de classification et que par conséquent, lorsqu'on veut l'étudier dans le cadre d'un programme scolaire, ce n'est pas toujours évident de pouvoir le caser. Alors bien sûr, pour étudier les romans historiques, cette œuvre essentielle de Georges Lukács, le roman historique en Payot, Petite Bibliothèque, qui étudie le roman historique du point de vue, dans le cadre du contexte socio-économique qui l'a produit. Et alors, bien sûr, pour mes étudiants, je renverrai aussi à l'ouvrage de Simona Kripa, Le Guépard, dans la collection Profil Bac, chez Hatier. J'ai dit.